Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai format voyage au Japon. J'ai toujours le plaisir de partager cette émission avec notre rédactrice en chef, Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Nous continuons notre série de podcasts sur un épisode aujourd'hui consacré au Japan Rail Pass. Le thème qu'on va utiliser pendant toute cette émission, ce sera le JR Pass, qui est au final le forfait de transport ferroviaire le plus connu et le plus utilisé des touristes étrangers en voyage au Japon. Et oui, parce que ce pass leur est uniquement réservé. Donc ce n'est pas pour les Japonais ou les résidents qui habitent au Japon. Donc sur une durée d'1 à 3 semaines, on peut prendre le train de façon illimitée et sur toutes les lignes de la compagnie JR, c'est-à-dire la Japan Rail, l'équivalent de notre SNCF nationale en France. Dans les émissions précédentes, on avait parlé des gros budgets à prévoir en amont de son voyage, donc l'avion et l'hébergement. Et aujourd'hui, ça va être la question du transport ferroviaire, puisque c'est une thématique d'actualité brûlante. On y reviendra en fin de podcast surtout, toujours dans le but de bien préparer son voyage au Japon. Oui, parce que c'est un pass que l'on doit acheter avant de partir, donc qui intègre le cadre de la préparation d'un séjour au Japon. Donc pour avoir une petite idée sur l'actualité brûlante du moment, ça va être sur le coût du Japan Rail Pass qui va changer à la fin de l'année. Donc il est important de savoir que son coût actuel le moins cher est d'environ 200 € en ce moment pour la version la plus courte du JR Pass et que cela va considérablement changé à partir du 1er octobre 2023 où en fait la Japan Rail Pass a décidé donc d'augmenter les prix de façon assez spectaculaire, on peut dire ça comme ça. Et on va aborder en fait tout cela en détail en fin de podcast. Et oui, donc ce pass qui va être, en tout cas qui aujourd'hui est très utile, très confortable et qui va être souvent vite rentabilisé, va nous servir si on a plusieurs déplacements à faire au Japon. Donc on rappelle que le Japon c'est une île qui est très étendue, aussi très montagneuse donc, et très performante en termes de train, donc ça va être un mode de transport très pratique. Et sur Kanpai, vous avez déjà mis en place des articles, est-ce que tu peux nous en parler peut-être ? Oui, on a plusieurs rubriques qui parlent donc du transport sur place au Japon et notamment le train. Donc il y a une rubrique dessus qui s'appelle Train et Shinkansen. Et puis il y a un article qui nous intéressera spécialement aujourd'hui pour notre épisode qui s'intitule Japan Rail Pass ou l'acheter le moins cher. Donc c'est un très long article que l'on a créé déjà il y a quelques années et qu'on met à jour très régulièrement et surtout en ce moment avec l'actualité qui est en cours. Comme à notre habitude, il y aura 3 grandes parties pour ce podcast. Donc la première, ça va être une discussion sur l'intérêt de prendre le train au Japon, pourquoi prendre ce transport-là particulièrement. Puis on parlera du fonctionnement du JR Pass, comment faire l'échange, comment l'utiliser, à quoi il ressemble, et aussi quelques subtilités à bien prendre en compte pour l'utilisation de ce pass-là. Et enfin, on abordera la fameuse question d'actualité, c'est-à-dire le prix du JR Pass. On parlera du coût actuel, mais également du prix pour des voyages en fin d'année 2023 et surtout à partir de 2024. C'est un beau programme. C'est un beau programme, surtout pour la fin de partie. Donc pour commencer, dans l'intérêt de prendre le train au Japon, on sait que le Japon est le pays du train par excellence. Nous, on va évidemment vous recommander chaudement de prendre ce moyen de transport. Ça fait aussi partie de l'expérience, on va dire, de voyager au Japon, que ce soit participer ou en tout cas s'intégrer au mode de transport avec sa façon de vivre, etc. Et l'utilité aussi de se déplacer de zone urbaine à zone urbaine, donc de ville en ville, ou aussi de traverser les campagnes japonaises. Et on a pu déjà voir de beaux paysages, par exemple dans des films ou notamment aussi des animés, comme le dernier en date que j'ai vu, moi c'était Suzume. Il y a de très beaux panoramas justement de passage en train à travers la campagne. Oui, et c'est assez réaliste de ce qu'on peut retrouver sur place comme expérience. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment partie de l'expérience. Et avant de parler un peu de l'arrivée du chemin de fer, petite anecdote peut-être si tu me permets. Vas-y Charlie. Je ne sais pas si nos auditrices et nos auditeurs connaissent le blob, qui est je ne sais pas si on peut dire un être unicellulaire. En tout cas, c'est une créature, ouais, oui, je une ne sais créature, pas du tout, ouais. mais donc de son petit nom latin Physarum polycephalum, en fait tout ça pour dire que un japonais avait déjà été primé en 2008, donc Toshiyuki Nakagaki, si je n'écorche pas son prénom, et pour la faire courte, il avait montré que ce petit être-là, ce blob, pouvait sortir d'un labyrinthe. Et ce qui était marrant, c'est qu'en deuxième expérience, il a aussi montré qu'en dispatchant de la nourriture à l'endroit où il y a les villes du Japon, donc il a représenté en gros il a représenté
le dispatchement des carte villes. de transport Ouais, c'est ça. Enfin, la carte des villes. La carte des villes, exactement. Et en fait, le blob de lui-même va faire un réseau très performant de communication pour accéder à sa nourriture. Et en fait, ça correspond exactement au chemin de fer. Au plan des trains au Japon. Ouais. Ça, c'est parfait, ça. Et donc, il avait déjà... Ils auraient dû peut-être qu'ils se sont servis d'un blob pour faire la carte, pour les tracer, c'est possible. Donc, blague à part, est-ce que tu peux nous parler aussi de justement l'arrivée de ce commencement du chemin de fer? Oui, alors l'arrivée du chemin de fer au Japon commence à partir de la fin du 19e siècle, où c'est la première ligne de chemin de fer qui est inaugurée donc, entre Tokyo et Yokohama. Donc à l'époque, c'est une vraie révolution dans le quotidien des Japonais, puisqu'ils avaient plutôt l'habitude de se déplacer par les rivières, les canaux et donc le long des côtes sur le littoral, donc par bateau. Et là, ils trouvent un moyen de se déplacer de façon terrestre, de façon rapide, sûre et certaine. Et donc ça va révolutionner leur quotidien. Et donc les Japonais, depuis ce temps-là, prennent le train tous les jours, que ce soit pour aller au travail, pour aller en week-end, pour aller en vacances. C'est vraiment devenu le moyen de transport en commun le plus plébiscité, qui fonctionne très bien, parce que les Japonais, sur le train, appliquent le service à la japonaise et sont assez rigoureux. Donc c'est vraiment un moyen de transport qui fonctionne bien. Et c'est ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et c'est quelque chose c'est pour ça qu'on recommande de prendre le train au Japon. C'est une belle expérience et vous avez quelque chose qui fonctionne bien. Les seuls événements qui peuvent perturber le trafic ferroviaire, c'est quand il y a des événements imprévisibles comme un séisme ou un typhon, où là, pendant quelques heures, le trafic est suspendu pour des raisons de sécurité évidentes. Autrement, on est vraiment sur un moyen de transport très performant. Donc du coup, il y a une vraie culture du train au Japon de la part de la population et avec plein de déclinaisons qui s'opèrent dans la vie quotidienne et qui sont assez agréables à pratiquer quand on est en voyage. On peut penser donc par exemple aux fans absolus des trains au Japon que l'on baptise les Densha Otaku. Donc Densha c'est pour le mot train et Otaku c'est pour le mot passionné, où on peut les voir sur les quais des gares. Ils prennent en photo les trains avec des téléobjectifs très puissants. Ils cherchent les nouveautés, les trains qui sont habillés de façon publicitaire, donc qui sont par exemple à l'effigie d'un animé ou d'un personnage populaire. On pense au Shinkansen Hello Kitty qui circule par moments sur certaines lignes, et donc on va chasser ce train-là décoré de façon spéciale. On pense aussi au bento qu'on peut acheter en gare et déguster pendant son voyage, qu'on appelle les ekibento. Donc le terme eki, ça fait référence à la gare. On pense aux petites lignes scéniques, comme ce que tu disais dans l'animé de Suzume, qui longent en fait les littorales ou alors traversent la montagne. Et en fait, on voyage aussi bien par les yeux que qu'en se déplaçant tranquillement installé dans son siège. Et puis, les Japonais aussi aiment bien voyager en train. Et donc, il y a des lignes où il y a des wagons qui sont assez luxueux, avec des fenêtres panoramiques. Donc, c'est des trains qui sont très ouverts sur l'extérieur. Donc, on peut vraiment bien profiter de l'extérieur. Donc il y a une vraie culture du train, vous en verrez un peu partout, en clin d'œil. Vous pouvez acheter des chaussettes à l'effigie des trains, vous pouvez acheter des cartes postales à l'effigie des trains. Il y a des boutiques dans les gares qui sont pour les amateurs, et ça fait partie du quotidien. Vraiment, de tous les Japonais, qu'ils habitent en ville ou à la campagne. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de l'expérience, mais aussi sociale presque. Que juste physique du train avec des trains différents, en fait, Voilà, c'est pas juste un moyen de se déplacer, c'est un art de vivre à la japonaise. Et quand on parle du train, il faut donc des gares, et les gares sont un lieu de vie un peu différent aussi que ce qu'on peut connaître peut-être en Occident en tout cas, puisqu'il n'y a pas vraiment cet aspect un peu glauque ou malfamé aux abords de ces endroits-là. Ça sera plus un lieu de vie, nous c'est déjà un peu le cas, mais peut-être plus clean entre guillemets, où il y aura plus de restaurants, d'activités aussi de loisirs, de shopping, ce qu'il n'y a pas forcément nous dans notre manière de voir les choses, de construire une ville. Donc ça aussi, il faut savoir que par rapport à, si vous séjournez en France par exemple, se loger à côté d'une gare, ce sera beaucoup plus tranquille, en tout cas beaucoup plus sain on va dire, côté japonais.
En fait, comme les villes se sont un peu développées en même temps que l'arrivée du chemin de fer, les gares ont pris une importance très, très grande dans la vie de quartier. Et donc, une gare, c'est vraiment quelque chose de positif d'un point de vue du Japon. Donc, autour des gares, on aura des rues pour faire du shopping, pour sortir. Pour les bars, on aura tout ce qui est les petits quartiers yokocho pour sortir le soir et rencontrer des Japonais dans des conditions, on va dire, joyeuses. Joyeuse. Il y aura aussi des centres commerciaux assez luxueux sur plusieurs étages, avec les rayons au sous-sol qui sont dédiés à l'alimentaire. Vous aurez aussi des hôtels, parfois des hôtels très luxueux. Il y a des 4 et 5 étoiles qui sont aux abords des grandes gares du Japon, puisque ce sont vraiment des quartiers qui sont parfois assez huppés et vraiment très très bien fréquentés et fréquentables. Et donc c'est vraiment autour des gares, vous aurez toujours de la vie, vous aurez toujours quelque chose à faire, et pour les voyageurs, c'est très pratique de trouver un hébergement à côté d'une gare. Oui, j'allais dire, c'est un peu, il y a un peu un côté confortable et sécurisant peut-être à ça, quoi. Voilà. Bon, après, tout n'est pas 100% clean et sécurisé, ça c'est comme partout, mais c'est pas du tout comme chez nous en Europe, où parfois quand il fait nuit, vaut mieux accélérer le pas. Là, c'est moins le cas. Bien sûr, ça peut être le cas, mais c'est quand même moins le cas par rapport à ce que nous on peut vivre. Oui, c'est pas du tout dans les idées reçues comme on peut le voir de notre côté. Voilà, c'est pas du tout dans les idées reçues. Et d'ailleurs, pour preuve, on peut aller aux toilettes dans les gares au Japon. Hommes et femmes, enfants aussi, à n'importe quelle heure dans la journée, vous pouvez aller aux toilettes. En général, c'est propre, c'est très fréquenté parce que les Japonais, ils y vont. Et c'est gratuit aussi pour la plupart du temps, ce ne sont pas des toilettes payantes. Ça, c'est pas souvent. Donc si vous êtes à la gare et que vous avez envie de faire pipi, vous pouvez aller aux toilettes. On vous le recommandera. Et voilà, c'était tout pour le podcast Kanpai. Et merci. Est-ce que tu peux nous parler de la répartition de ce réseau de chemin de fer ? Oui, donc on a un réseau ferré qui est extrêmement dense pour tout ce qui est tissu urbain, donc qui dessert chaque ville, chaque grande ville au Japon. Donc c'est vraiment le cas pour les 4 grandes îles du Japon, donc à savoir Honshu, c'est là où on a Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima. Kyushu, où on a donc Fukuoka au nord et la grande ville de Kagoshima au sud, pour la grande île aussi du nord de Hokkaido, donc avec Hakodate et Sapporo, et puis la dernière île des 4, Shikoku, donc la plus rurale, mais qui est aussi donc accessible en train pour ces grandes villes, donc, et notamment Takamatsu. Les seules, en fait, les îles qui ne sont pas reliées par le chemin de fer, ce sont les petites îles qui habillent l'archipel, forcément parce qu'elles n'ont pas en général de grandes villes urbaines, donc il n'y a pas de train. Je vais vous dire celles que l'on connaît le plus d'un point de vue touriste. Donc toutes les îles intérieures de la mer de Seto, donc n'ont pas de train, par exemple Naoshima, Shodoshima ou la grande île d'Awaji. Là, on va plutôt utiliser le réseau routier classique, donc la voiture, le vélo ou le bus sur place, et on y accède par bateau. Et puis Okinawa, tout au sud de l'archipel, comme elle est assez étendue d'un point de vue géographique, on va dire du centre névralgique qu'est Tokyo, on y va en avion à Okinawa, donc on ne peut pas y aller en train. On peut y aller par bateau depuis le sud du Japon, c'est relativement long, mais le moyen le plus pratique sinon c'est l'avion pour Okinawa. Par contre, Hokkaido est accessible en train. Voilà. Donc les capitales de préfecture et toutes les autres grandes villes japonaises sont desservies par le Shinkansen. Donc je l'ai dit plus tôt, donc c'est le TGV japonais, donc le train à grande vitesse au Japon. Donc il est opéré, ce train, par le groupe JR, donc Japan Rail, qui est donc, tout à l'heure je vous avais dit la SNCF nationale. Alors oui, c'est la compagnie nationale à la base, et maintenant elle est en partie privatisée, et donc elle est découpée en entités régionales, et c'est peut-être des choses que vous allez entendre quand vous allez vous intéresser au déplacement en train. Vous allez avoir JR East, donc ça concerne Tokyo, JR Central, JR West, et puis aussi JR Hokkaido, JR Shikoku et JR Kyushu. Donc ça correspond soit aux grandes îles, soit à des grandes régions sur Honshu. Et pour vous donner des exemples en fait de temps de trajet depuis la gare de Tokyo, on va rejoindre en 2h30 environ, ou un peu moins ou un peu plus selon la rapidité du Shinkansen. On va rejoindre les villes de Kyoto, Osaka et Kanazawa, donc depuis Tokyo. Aomori au nord, ça sera plutôt en 3h15. Hiroshima et Hakodate à Hokkaido, ça sera plutôt en 4h30, donc c'est un peu plus loin. Et puis la ville du sud, donc Fukuoka, on mettra 5 heures en moyenne en Shinkansen depuis Tokyo.
Ce qui est déjà une belle performance, puisque comme on le disait, le pays est vraiment très étendu et montagneux. Donc, Voilà, c'est quand même pas rien. c'est ce qu'on disait plus tôt, il y a une vraie culture du train et c'est réellement efficace quand on veut visiter comme ça les grandes villes du Japon. Prendre le train, c'est vraiment facile et simple. Et donc la rapidité avec laquelle le Shinkansen avance, en général, sa ponctualité et son niveau de confort font que les prix pour prendre ce train restent assez élevés. Même du point de vue des Japonais, les Japonais, quand ils réservent un billet de Shinkansen, ils regardent quand même un peu le prix et c'est quelque chose qui doit rentrer dans leur budget de voyage. Ouais, on disait que c'était assez commun et très utilisé, mais en fait, il y a quand même un certain coût, Voilà. notamment du côté japonais. Oui, c'est pas un train qui est bon marché. C'est un train qui a son prix qui s'explique par ses performances. Et du coup, pour essayer de trouver une solution pour les touristes face à ce tarif qui était assez élevé et au fait de devoir réserver des billets, etc., le groupe JR a lancé en 1987 en fait, un forfait de train tout compris que l'on baptise Japan Rail Pass ou JR Pass et qui permet aux visiteurs étrangers munis d'un visa de touriste, donc un visa temporaire pour la France et les pays autour, c'est 90 jours, qui permet donc à ces visiteurs-là de sillonner le Japon de manière économique et pratique et sans avoir besoin du coup à chaque fois de réserver un train et un siège. Et du coup, on peut voyager un peu comme on veut avec un prix fixe que l'on aura payé avant de partir. Donc là, ça veut dire qu'avec ce pass, on peut arriver à la gare et monter dans le train ? C'est ça nous sert de titre de transport et aussi pour certains trains où il n'y a pas besoin de réserver de siège, on s'assoit et c'est bon. C'est là où c'est très confortable, c'est qu'on va arriver à la gare et on n'a pas besoin de s'y prendre peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure en avance pour dire il faut que je passe d'abord par le guichet, etc. Oui, c'était ça. C'était vraiment proposé aux touristes qui ne parlent pas forcément japonais, c'est pas la chose la plus répandue, de pouvoir en fait monter dans un train facilement sans avoir à se poser la question s'ils ont payé le bon prix, s'ils ont pris ce qu'il fallait et d'avoir donc ce pass-là tout compris. On monte dans le train, on s'assoit et on le garde avec nous et ça nous sert de titre de transport valide. Donc c'est devenu au fur et à mesure du temps un pass qui est quasi inévitable pour tout voyageur au Japon, ne serait-ce que pour faire le trajet Tokyo-Kyoto. Le pass le plus court, donc le 7 jours, est rentable en aller et retour en Shinkansen. Donc c'est vraiment quelque chose qui devenait non seulement pratique et rentable du moment où on emprunte le Shinkansen pour aller faire une des grandes villes du Japon depuis Tokyo. Est-ce qu'on le rappellera tout à l'heure, mais c'est vrai que vu qu'on a l'accès, en tout cas selon le pass qu'on va prendre, mais on a un accès illimité au rail, et bien si on fait un aller-retour mais qu'on veut faire une sortie depuis Kyoto sur Himeji ou quelle que soit la destination, et bien en fait ça devient très, très pratique parce qu'il y a des destinations qui à 1 heure de route, de gare en gare, peuvent nous faire voir un autre Japon assez rapidement. Oui, voilà, on vous parle là beaucoup du Shinkansen parce que c'est le TGV à grande vitesse, mais avec le JR Pass, vous pouvez prendre toutes les lignes de la compagnie JR, donc c'est-à-dire tous les trains locaux, les banlieues, la Yamanote sur Tokyo, puisqu'elle est compatible avec le JR Pass. Donc même si, à quelques yens près, le prix du Shinkansen n'est pas tout à fait le prix de votre JR Pass, mais votre JR Pass s'utilise pour plein d'autres choses que le simple trajet en Shinkansen. Ça, on va y revenir justement je pense qu'on peut attaquer la partie 2, c'est-à-dire le fonctionnement du JR Pass, Oui. Ça tombe bien justement. On a déjà commencé. Exactement. Donc là, on va aborder justement comment il fonctionne, mais aussi comment l'acheter, comment s'y prendre à l'avance, et notamment pour bien remplir les informations nécessaires pour ne pas être déçu le jour J et avoir un pass qui ne peut pas être édité au Japon. Parce que vous allez voir que c'est à l'administration japonaise qui a sans doute plein de qualités, mais qui a quelques... Qui a ses procédures. qui a ses procédures. Qui a sa façon de fonctionner. Voilà, le fonctionnement du JR Pass, c'est un fonctionnement qui a été créé par des Japonais, donc il a son fonctionnement qui lui est propre et particulier, et auquel on doit s'y plier pour pouvoir en bénéficier. Exactement. Et donc, par exemple, il va falloir savoir qu'il y a différentes déclinaisons de JR Pass. Premièrement, le JR Pass national, c'est un peu de ça dont on parle depuis tout à l'heure, on va dire, dans les grandes lignes, que ça va être notre sésame ferroviaire pour avoir un accès justement illimité aux lignes JR du pays. Et tu le rappelais aussi qu'on a des bonus, c'est-à-dire qu'on va avoir les trains de banlieue accessibles, la Yamanote pour Tokyo, la Loop Line pour Osaka, et toutes les lignes Shinkansen, sauf certaines, on verra qu'il y a quelques subtilités pour les trains les plus rapides. Exactement. Et donc on a aussi accès aux lignes classiques, et aussi il faut penser aux navettes pour aller à l'aéroport.
Oui, on en avait parlé dans le podcast sur l'aéroport. Les navettes les plus rapides sont en général compatibles JR Pass, notamment le NEX, quand on arrive de Narita. C'est pour ça que l'obtention de ce JR Pass est vraiment quelque chose de confortable si vous avez plusieurs déplacements à faire. Sinon, c'est vrai que peut-être moins rentable, mais généralement, voilà, quand on voyage au Japon, et on en fait quand même plusieurs destinations. Oui. Et donc l'autre version disponible, c'est les versions régionales. Donc elles vont être plus limitées en termes de secteur géographique, évidemment, leur nom l'indique, mais elles vont être très pratiques, peut-être moins coûteuses aussi, enfin moins coûteuses de toute manière. Oui, elles seront moins coûteuses car plus limitées au niveau géographique. Donc ça là, va... vas-y, Charlie. Ça va reprendre ce que tu disais tout à l'heure avec différentes dénominations avec lesquelles il va falloir s'habituer, notamment JR East Pass, Kansai Aira Pass, le All Shikoku, All Kyushu Pass, Hokuriku Arch Pass, côté Alpes japonaises, etc. Donc il y a toute une liste déjà disponible sur keikaku.fr si vous voulez vous renseigner, où il y a les petites vignettes justement où on peut voir les différents types de passes régionaux et surtout ce à quoi ils correspondent, si ça peut vous indiquer, il y a quelques cartes, etc. Oui, voilà, il faut bien, pour les passes régionaux, savoir quelles villes sont desservies par ces passes-là, quelles lignes, etc. sont comprises, puisque en général, ce sont des passes pour une région en particulier, pas trop interrégions, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Là, c'est plutôt pour les voyageurs qui vont s'intéresser à une île en particulier pour Shikoku et Kyushu, ou bien une région comme le Kansai, donc la baie d'Osaka et Kyoto. Donc ce fameux sésame, le JR Pass, qu'il soit national ou régional, il va se commander en amont de votre voyage. Donc c'est vraiment à retenir le fait qu'il faut avoir son document physique avant de prendre l'avion, on y reviendra tout à l'heure. Donc oui. Il va se commander depuis son pays de départ et auprès d'un revendeur qui va être agréé par la JR, donc comme l'agence Keikaku par exemple en France, et vous avez l'avantage avec Keikaku par exemple de pouvoir réserver votre JR Pass 1 an à l'avance. Oui, donc par un revendeur agréé. Alors à noter que le groupe JR commercialise lui aussi son JR Pass en ligne, donc sur son site officiel qui est japanrailpass.net. Mais c'est un site où il faut payer en yens, donc c'est un peu plus cher que d'acheter directement dans sa monnaie de départ. Donc par exemple en France, vous achèterez votre JR Pass en euros. Donc là, c'est en yens, donc c'est un peu plus et donc il est plus cher. Et puis, il faut créer un compte dès qu'on est sur le site internet. On ne peut pas avoir le prix sans avoir de compte client. Les conditions d'accès sont un peu plus courtes. C'est seulement 1 mois avant de partir maximum. Après, c'est le seul endroit, c'est le seul site où on peut, pour l'instant, réserver en ligne et en avance des sièges. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard sur cette précision-là. Oui. Vous pouvez acheter votre JR Pass en yens au prix donc de JR et aussi réserver un siège, ce qui peut être intéressant par exemple pour ceux qui voyagent avec des gros bagages. Mais on le verra un peu plus tard. Ouais, parce que pareil, pour les gros bagages, il y a une petite subtilité à prendre en compte. Voilà. Même si le pass est illimité, il y a quand même des choses qui vont nous... On ne peut pas s'asseoir n'importe où pour pouvoir mettre sa grosse valise quelque part. Et sinon, il y a une dernière solution qui existe aussi pour acheter votre JR Pass une fois que vous êtes au Japon. Il y a certaines grandes gares au Japon qui vendent en physique et sur place le JR Pass. Alors c'est pareil, c'est comme sur le site officiel, il sera vendu en yens et un peu plus cher que la version en fait locale qu'on peut vous proposer par un revendeur agréé. Et cet achat, il est disponible, donc c'était ouvert de façon temporaire et là on a une date de fin qui est à la fin du mois de septembre, donc de cette année. À la fin de septembre 2023, JR a annoncé qu'il ne commercialiserait plus son pass en physique sur place au Japon. Voilà, donc tout l'intérêt de s'y prendre en avance, et en fait voilà, on va être même obligé de s'y prendre en avance. Oui. Voilà, maintenant il faudra de toute façon l'acheter en dehors du Japon, dans son pays de départ. Et donc, comment on obtient son bon d'échange, donc ce qu'on va appeler le voucher? Faut rappeler déjà qu'il est nominatif. Eh bien, une fois que vous passez par ces revendeurs agréés, eh bien, on va vous imprimer un papier qui va être spécial et certifié, pucé même, avec vos informations que vous aurez transmises à ces revendeurs. Et là, il va falloir vraiment être très rigoureux, puisque si les dates ne sont pas les bonnes, ou si les noms... ne correspondent pas à ce qu'il y a exactement sur votre passeport, on va y revenir, eh bien ça peut être compliqué de se faire échanger son bon, parce qu'en fait le voucher, on va l'échanger sur place dans un bureau spécialisé
contre un autre ticket qui lui va nous servir de transport. Voilà, ça va être le JR Pass définitif, comme on l'appelle. Voilà, oui, ce qu'on achète en dehors du Japon, donc c'est le bon d'échange nominatif, mais lui, il a déjà une valeur en fait marchande, puisqu'il est imprimé sur un papier qui est spécial, ou alors il est sur un coupon qui est spécial. Donc du coup, si vous faites des erreurs dans votre nom, vous devrez peut-être payer des frais de correction, puisque du coup, il y a déjà eu une action manuelle de vérification et une authentification qui s'est produite. Et donc, on insiste fortement sur le fait qu'il n'y a pas de version numérique, ni PDF, ni QR code, etc. Donc, non, pas pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant et pas dans le futur. Rien n'est annoncé de ce côté-là. Le prix augmentera, mais pas la manière de faire. C'est ça, on reste sur du papier. Et donc, les choses auxquelles il faudra porter très attention, donc, ce sera, donc, comme on le disait, l'orthographe de votre nom, prénom, ou plusieurs prénoms, même si vous en avez plusieurs, qui doivent être exactement identiques à ce qu'il y a décrit sur votre passeport. Donc, si vous avez des noms d'usage, des noms d'épouse, d'époux, etc., donc à bien le noter. S'il y a trop de caractères, parce qu'il y a plusieurs prénoms ou plusieurs noms, etc., ça, après, ça peut rentrer en compte. Ça, c'est pas forcément un souci, mais au plus proche, il va falloir noter comme sur votre passeport. Oui, car vous en aurez besoin pour l'échange en JR Pass définitif. Et comme vous aurez face à vous une personne préposée qui ne parle pas forcément votre langue ni ne la comprend, elle va en fait se fixer sur ce qui est écrit sur le passeport et regarder que vous avez bien recopié exactement la même chose. Donc s'il y a des différences, un tiret qui manque dans un prénom composé, etc., ça peut entraîner une invalidité de la commande. Donc faites bien attention au moment où vous inscrivez vos noms et prénoms sur le site internet. Lors de votre commande, il faudra également bien veiller à la date à laquelle vous souhaitez activer votre JR Pass définitif, puisque le bon d'échange que vous allez recevoir de la part du revendeur agréé, il est valable 3 mois à partir de son édition physique. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, vous avez 3 mois pour arriver au Japon, on va dire, et à partir de là, choisir une date dans les 30 jours à venir pour faire démarrer, on va dire, ce réel JR Pass, donc le fameux ticket d'or, on va dire. C'est ça. Oui, il y a plusieurs choses à savoir. Votre bon d'échange, c'est 3 mois. Donc, vous avez 3 mois pour vous rendre au Japon et vous présenter à un guichet sur place pour faire l'échange. Et quand vous faites l'échange, le jour où vous faites l'échange, la personne préposée va vous demander si c'est pour un échange tout de suite, immédiatement, ou dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, elle va vous proposer un calendrier à 30 jours. Donc, vous avez encore 30 jours pour donner une date d'activation. Donc ça, c'est un côté pratique, mais par contre, il faut le savoir, puisque si vous arrivez et que vous proposez votre JR Pass à transformer, entre guillemets, à échanger trop tard, eh bien, ça ne sera plus fonctionnel. Voilà, il faut rentrer dans les clous. Ensuite, il y aura une autre date importante à noter, ça va être la date à laquelle vous prenez l'avion et donc à laquelle vous allez aussi arriver au Japon. Puisqu'il va falloir être en possession déjà de votre bon d'échange, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'il n'y aura pas de version électronique possible. Voilà, c'est un bon d'échange papier. Donc le format que votre revendeur agréé vous fournira, ça sera ce sésame-là qui fera foi et rien d'autre. Pas la preuve d'achat, pas un mail qui vous dit je l'ai perdu, ça sera que ça qui... quoi que ce soit, ça passera pas de photos, etc. Donc il faut bien l'avoir avec vous, avec votre passeport en fait. C'est vraiment comme un passeport, c'est une pièce très importante. Ouais, et c'est pour ça que le papier est particulier, il est certifié et pucé. Voilà. Et enfin, il va falloir choisir une durée d'activation pour ce pass. Donc ça, c'est lors de votre commande, ce ne sera pas sur place. Vous le savez déjà en arrivant, enfin, c'est déjà écrit sur votre bon d'échange à quel nombre de jours vous avez le droit avec ce pass, avec ce bon. Donc ce sera 7, 14 ou 21 jours consécutifs. Et vous allez aussi devoir choisir la classe dans laquelle vous voulez voyager. Donc soit la classe ordinaire, on va dire la seconde classe, ou la green, c'est-à-dire la première classe. Voilà, c'est tout ce que vous allez devoir choisir au moment de la commande du voucher. Et donc, une fois que vous arrivez au Japon, vous allez pouvoir faire cette procédure d'échange. Donc, pas forcément dès en arrivant si vous n'avez pas besoin d'utiliser. C'est aussi à vous d'arriver à bien calculer justement à partir de quand vous voulez faire commencer votre JR Pass. Voilà. Dès l'aéroport, si vous voulez qu'ils prennent en charge la navette, ou bien dans plusieurs jours après, si vous avez un autre itinéraire en tête. Ça, c'est à vous de prévoir en avance. Et donc, ce sont dans des bureaux JR qui vont être bien identifiés dans les aéroports, donc JR Exchange Office, qui vont être présents dans les gares et différents aéroports.
Voilà, avec des horaires d'ouverture plus ou moins grandes. À vous de voir. Voilà, en ville, vous aurez des horaires d'ouverture classiques. Dans les aéroports, c'est un peu plus long. Enfin, ça commence un peu plus tôt et ça finit un peu plus tard en soirée. Donc ça dépend aussi. Par exemple, à quelle heure votre vol atterrit, etc. Est-ce que vous pourrez changer immédiatement votre JR Pass ou est-ce que le bureau sera fermé? C'est une question qui peut se poser pour certains voyageurs. Surtout si vous prenez le train directement en sortant de l'avion, etc. Ben ça, voilà, renseignez-vous bien sur les horaires d'ouverture des guichets selon là où vous les échangez. Voilà, et donc pour chaque personne qui voyage, il aura un GR Pass définitif qui sera mis à sa disposition, donc que ce soit pour les adultes et les enfants. Donc ça, on verra un peu après, mais jusqu'à partir de 6 ans, il faudra un GR Pass nominatif pour l'enfant. Avant, c'est gratuit et il voyage en fait avec son parent. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble le ticket d'or final du coup? Eh bien, depuis 2022, en fait, le format du JR Pass a changé définitif. Avant, on avait un petit livret, j'allais dire au format un petit A5 de mémoire qui s'ouvrait et vous aviez en fait le titre de transport qui était mis sous plastique dans le livret. Donc, on voyageait avec ça, donc c'était assez grand, ça rentrait pas forcément dans une pochette, mais au moins ça permettait de bien voir où il était dans son sac. Et depuis 2022, en fait, on a enlevé le livret en carton et maintenant, il n'y a que le format donc au ticket de train japonais qui est en fait le JR Pass définitif. Hein, c'est écrit dessus. Alors, c'est pas un titre, c'est pas juste un ticket de train, c'est votre JR Pass. Donc, comme pour le voucher où on est sur quelque chose de papier, pour le JR Pass définitif, on sera sur la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas le perdre avant et pendant toute sa période d'utilisation parce qu'il ne pourra ni être remplacé ni être remboursé. Ça, c'est une subtilité aussi à prendre en compte. Si vous avez un JR Pass qui est actif et que vous êtes au Japon et que vous le perdez, vous ne pouvez pas racheter un autre JR Pass, même si on peut encore en acheter au Japon, parce que vous en aurez déjà un à votre nom qui sera actif. Donc, vous ne pouvez pas en avoir deux simultanément en cours, donc ça c'est une règle. Et la deuxième règle, c'est que si vous le perdez et qu'il lui restait encore plusieurs jours d'activation, et ben vous ne pouvez pas être remboursé. JR ne prévoit pas ce genre de possibilité-là. Donc c'est soit vous l'utilisez comme il faut, vous ne le perdez pas et vous l'avez bien sur vous, soit s'il y a un pépin, bah, vous l'avez un peu pour votre argent, vous n'en aurez pas pour votre argent et il n'y aura pas beaucoup de recours possibles. Ça, c'est quand il est en JR Pass définitif. Pour tout ce qui est voucher et bon d'échange, renseignez-vous auprès du revendeur agréé que vous aurez choisi. Il y a des conditions en fait pour annuler un JR Pass pour un voucher et se faire rembourser. Donc ça, après, c'est possible. Il y a des conditions et il faut s'y référer. Puis si c'est en dernière minute, sachez que ça prend du temps puisqu'il y a l'annulation à faire, puis il faut régénérer le pass, vous l'envoyer à domicile, etc. etc. Voilà, ça, on peut faire des choses au dernier moment, mais faut savoir que c'est pas forcément facile. Mais on insiste là-dessus parce que souvent les gens pensent que ça peut être transmis par PDF justement. Non, oui, c'est vrai qu'on a l'air peut-être d'être très insistant dessus. Non, mais non, c'est vraiment pas de QR code, rien du tout. On est encore sur du 100% papier. Et donc, quand vous avez votre JR Pass avec vous, donc un petit ticket de train, sur votre JR Pass définitif, vous aurez vos dates de début et de fin de validité qui seront inscrites, ainsi que votre numéro de passeport, puisque, on le rappelle, le JR Pass est nominatif. Et donc là, pour savoir à qui correspond le JR Pass, c'est le numéro de passeport avec lequel il sera lié. Donc, pas votre nom et votre prénom n'apparaîtront pas. En revanche, votre numéro de passeport, oui. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours de garder avec vous, quand vous prenez le train, votre passeport et votre JR Pass. Alors, on ne vous demandera pas forcément une pièce d'identité, mais ça peut arriver. Hein, c'est comme le cas en France et en Europe. Il faut avoir à disposition ces papiers sans pour autant qu'on en ait besoin de s'en servir. Et donc, du fait qu'il soit nominatif, en général, on ne peut pas le prêter, le JR Pass. Voilà, ça ne peut pas se prêter à une autre personne. Donc avec ce format de ticket de train, aujourd'hui vous passez votre JR Pass directement dans les tourniquets à l'entrée et à la sortie des gares, donc en arrivant et en sortant. Et puis quand il faut accéder au quai Shinkansen, où des fois il y a besoin de le remettre puisque ce sont des quais spéciaux. Donc il faut bien l'avoir avec soi. On recommande du coup de le protéger par un porte-carte puisque c'est vraiment un petit ticket au format papier. Et pour l'anecdote, quand vous commandez un JR Pass chez Keikaku, vous avez un porte-carte qui vous est envoyé et vous pouvez le mettre dedans. Ça vous permet en fait de savoir où il est. Et quand tu disais de le protéger,
je préfère préciser, mais de ne pas le plastifier, puisque c'est quelque chose qui va c'est un ticket comme, on va dire, presque un ticket de métro. On va devoir l'insérer dans une machine qui va l'avaler et le ressortir, etc. Oui, Donc, voilà, il ne faut absolument pas le plastifier ou quoi que ce soit, ou mettre un sticker dessus. Non, pas du tout. Ou le trouer, c'est pareil pour l'attacher. Non, c'est pas possible. Vous le gardez bien comme un ticket de transport et effectivement, il passe dans les machines. Donc, évitez aussi de le mettre en contact de clé pour qu'il se démagnétise, etc. Après, vous pouvez toujours aller le dire à un préposé physique, mais ça sera toujours plus compliqué. Donc, si vous le protégez bien, vous n'aurez aucun souci une fois sur place. Donc, du coup, on peut voyager juste avec son JR Pass actif comme titre de transport seul, parce que dans certains trains et même dans les Shinkansen, il y a des wagons où on n'est pas obligé de réserver un siège. Donc, ce sont des wagons sans réservation obligatoire et ils sont du coup intitulés Non-Reserved Seat en anglais. Donc, en général, c'est en deuxième classe, puisque la première classe, on a une réservation de siège obligatoire. Mais du coup, le JR Pass peut servir de titre de transport seul. Après, on peut aussi réserver sa place assise en passant par un guichet, donc soit automatique, soit physique. Et ça, c'est gratuit, c'est sans supplément. On réserve une place pour être sûr d'avoir un siège. Ça vaut si vous voyagez pendant des périodes touristiques très hautes, donc pendant des périodes de vacances nationales, l'été, le week-end, etc. Donc ça, c'est des choses classique. Et puis ça vaut aussi d'avoir son siège de réservé pour les personnes qui voyagent donc avec un gros bagage, ce que je vous disais tout à l'heure. Les grosses valises à roulettes, par exemple, qui passent en soute dans les avions, doivent être déclarées en fait quand vous voyagez dans le Shinkansen pour l'axe Tokyo, Kyoto, Kyushu, donc l'axe Tokaido. Donc ça, c'est la petite subtilité. Donc c'est le Shinkansen en fait le plus emprunté par les Japonais et aussi par les touristes, puisque ça dessert les deux capitales du Japon, l'actuelle et l'ancienne. Et donc du coup, sur cet axe-là, les personnes qui voyagent donc avec des bagages qui font entre 161 et 250 cm, donc tout compris, c'est-à-dire en additionnant la longueur, la hauteur et la largeur, doivent en fait réserver un siège qui se trouve au fond du wagon, donc les sièges des dernières rangées, parce que derrière, il y a un espace en fait suffisant pour insérer sa valise. Donc juste la faire rouler et la mettre derrière son siège. Et du coup, il faut qu'il réserve un siège, ce siège-là en particulier, pour mettre son bagage derrière. Si le passager ne réserve pas son siège et monte avec un gros bagage, il devra payer en fait un surcoût de 1000 yens. Pour le voyage. Donc faut savoir ça, c'est des choses qui ont changé ces dernières années. On peut monter dans le train avec ses bagages. Après, s'il est trop gros pour être en fait mis en haut des sièges ou à l'entrée, il faut s'assurer qu'on ait le bon siège pour pouvoir y mettre son bagage derrière. Et vu qu'il n'y aura pas énormément de sièges de ce type-là, eh bien, on vous conseille aussi de le faire en avance. Est-ce qu'il y a un site en particulier où on peut réserver ça? Alors, sur le site internet officiel japanrailpass.net, on peut le faire depuis son pays. Après, c'est un peu plus fastidieux. Sinon, vous allez directement à un guichet quelques jours avant de prendre un train. Du coup, il faudra un peu s'organiser. Ou alors, vous pouvez aller aussi dans les bornes automatiques, puisque maintenant, avec votre JR Pass au format ticket de train, comme vous pouvez l'insérer dans les tourniquets, vous pouvez l'insérer dans les bornes automatiques. Donc avant, il fallait obligatoirement aller voir quelqu'un physiquement. Maintenant, vous pouvez le faire de façon automatique. Et du coup, quand vous avez un siège de réservé, vous allez avoir un deuxième ticket de train qui va être généré, donc avec le train à l'horaire choisi et puis votre numéro de siège. Du coup, quand vous passerez dans les tourniquets, vous passerez deux tickets en même temps, votre JR Pass et votre siège, votre réservation de siège. Et quelque chose aussi qu'on peut faire quand on a de gros bagages et qui se fait beaucoup au Japon, ça va être le service de takyobin. Oui, sinon on passe par un portage externe et on se fait livrer ses bagages directement à son hébergement futur. Comme ça évite de devoir soi-même transporter son bagage, c'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est un service qui est très utilisé par les Japonais, justement, de ne pas voyager avec ses bagages, mais bien de les faire livrer de son point de départ à son point d'arrivée. Voilà, donc si vous êtes en hôtel, vous pouvez passer par votre conciergerie pour le faire. Sinon, vous pouvez aller dans un combini aussi pour demander les petits bordereaux d'envoi. Après, on a un article sur Kanpai qui explique tout comme il faut pour passer ses bagages en takyobin, donc n'hésitez pas à aller le voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas tout sur Kanpai? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Et si vous avez d'autres questions sur prendre le train au Japon, on a un article
Prendre le train au Japon, le guide. Et là, voilà, c'est mis à jour, on détaille les types de trains aussi que vous allez avoir, parce que les Shinkansen, ils ont des noms, selon s'ils sont rapides ou pas, et les autres trains également. Donc vous aurez tout ça. Si vous avez toutes vos questions, n'hésitez pas à aller voir cet article-là. Une fois que vous aurez lu cet article, eh bien, nous, on va pouvoir enchaîner avec cette fameuse partie 3, celle qui est consacrée à l'actualité brûlante autour du JR Pass, celle qui a tracassé à la fois les touristes, les tours opérateurs, les revendeurs de JR Pass, etc. Ça va être combien ça coûte le JR Pass en 2023, ou en tout cas pour les voyages de fin d'année et de l'année 2024. Oui, effectivement, puisque en fait les prix du JR Pass sont à la base donc fixés en yens par l'opérateur donc JR Group. Donc c'est des prix qui sont fixés au Japon. Et il s'agit d'une grille tarifaire unique et stable depuis la création du JR Pass, donc il y a 36 ans, donc en 1987. Pour rappel, il n'y a eu que 2 augmentations depuis qui étaient liées à la TVA, donc notamment dans les années 2010. Donc notamment quand la TVA elle est passée de 5 à 8%, je crois, de mémoire, et ensuite à 10%. Et du coup, on était habitués tous ceux qui ont voyagé au Japon et qui sont retournés au Japon à des prix à peu près similaires depuis. Et aujourd'hui, les choses changent. Donc, comme les prix sont fixés en yens, mais que les passes sont vendus à l'étranger dans sa monnaie étrangère, il faut savoir que du coup, il y a quand même quelques variations de prix qui s'opèrent dans le JR Pass, on va dire, d'une année à l'autre ou d'une période à l'autre, qui correspondent au taux de change en cours au moment de l'acte d'achat. Donc, d'un point de vue euro, vous avez le cours du change du yen qui va varier tout le temps, et donc les prix vont s'ajuster par rapport à ça, donc de quelques euros à chaque fois, mais voilà, ça a son importance. Ça peut être dans la semaine ou dans la journée même, ça peut évoluer. Oui, voilà, ça peut évoluer de plusieurs fois par jour si au niveau de la bourse, il y a des variations sensibles. Et puis, est appliquée aussi la marge pratiquée par le revendeur agréé, puisque évidemment c'est un service professionnel. Donc il y a du personnel dédié qui est mis pour traiter les commandes et générer les vouchers, et puis il y a l'impression sur le papier certifié, et tout ça, ça a un coût, comprenant aussi les frais d'expédition. Et donc vous avez ces 2 paramètres-là qui vont influer sur le prix réel et final du Japan Rail Pass, suivant où vous le commandez, donc depuis quel pays vous le commandez. Donc ça dépend de la monnaie, et puis après ça dépend aussi auprès de quel revendeur vous l'achetez. Donc pour information, en 2023, à l'heure où on vous parle, le JR Pass 7 jours en classe ordinaire, donc le moins cher, est affiché au prix de 29 650 yens pour un adulte. Donc il est moitié moins cher pour un enfant de 6 à 11 ans, et pour les enfants de moins de 6 ans, eux n'ont pas besoin d'avoir un pass pour voyager, ils voyagent gratuitement sur les genoux d'un adulte. Donc il faut savoir que ce tarif-là de 29 650, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est jamais le tarif que vous allez réellement payer, puisque à cela va s'ajouter le taux de change et la marge du revendeur. Mais sachant que si on l'achète sur place en yens, il reviendra plus cher de toute façon. Oui, puisque même JR qui commercialise son propre JR Pass, entre le tarif qu'il affiche du JR Pass et celui à lequel il vend son propre JR Pass n'est pas le même, puisqu'il l'affiche à 29 650 et il le revend à 33 610 yens à l'heure actuelle pour un adulte et 16 800 yens pour un enfant. Donc c'est 10 à 15% plus cher en général que si vous l'achetez en avance dans votre pays d'origine. Il faut savoir ça. Et la version la plus chère, donc celle en première classe, donc en grid class et pour 21 jours sur la durée la plus longue, elle est à 83 390 yens par adulte. Donc ça, c'était pour vous donner un ordre de grandeur sur le coût du JR Pass maintenant, donc entre 29 650 yens à 83 390 yens. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous le commandez en France et en euros, à peu près, ça va vous revenir à 200 € pour un pass 7 jours en classe ordinaire, à 315 € pour le pass de 14 jours toujours en classe ordinaire et à 400 € pour le pass de 21 jours. Voilà, donc ça, c'est les prix actuels qu'on retrouve pour acheter son JR Pass maintenant.
Donc la question de la rentabilité, elle arrive en fait assez rapidement si vous décidez de faire des trajets en Shinkansen, donc vous allez de grande ville à grande ville. Et par exemple, le 7 jours, il devient intéressant du moment où vous faites un aller-retour Tokyo-Kyoto en Shinkansen. Et puis en plus, vous pouvez l'utiliser pendant une semaine pour voyager, donc soit dans Tokyo en utilisant notamment la Yamanote, soit depuis Kyoto, vous pouvez l'utiliser pour aller à Osaka, pour aller à Uji aussi, et toutes les petites villes autour, ou pour aller à Himeji. Donc c'était ça qui était intéressant, c'est que le 7 jours était le premier pass d'accès et permettait facilement de visiter les deux capitales du Japon en Shinkansen de façon pratique. Sachant qu'en plus, il y a, comme on le disait tout à l'heure, la possibilité d'utiliser la Yamanote et d'autres transports en banlieue, etc., pour aussi faire des petites excursions autour des villes. Voilà, économiser encore quelques dizaines ou peut-être centaines de yens, puisque avec le JR Pass, vous montiez facilement dans ces trains-là. Donc, à partir du 1er octobre, les tarifs vont considérablement augmenter puisque donc l'opérateur JR a annoncé en avril dernier une augmentation de ses tarifs de l'ordre de 65 à 70%. Donc Voilà. C'est pour ça que c'est un changement majeur dans l'univers du JR Pass. Voilà, pendant 36 ans, on n'avait pas eu d'augmentation particulière du prix, sauf le coût de la vie lié à la TVA. Et puis là, post-Covid, les choses vont quand même beaucoup changer et on va donc du coup le payer nettement plus cher. Et tout à l'heure, je rappelais, tu parlais en yens, j'ai indiqué en euros ce que ça pouvait donner. Eh bien là, on pourrait faire le même comparatif puisque le pass 7 jours en classe ordinaire pour un adulte va désormais coûter 50 000 yens, donc soit 350 €, alors qu'aujourd'hui, on est autour de 200 €. Voilà, et pour le 14 jours, on va passer du coup, toujours en classe ordinaire, du coup, à 80 000 yens, soit environ 550 € à partir donc, du 1er octobre, j'entends bien. Et le 21 jours va passer à 100 000 yens, donc là on rajoute un zéro. Et donc environ 700 € en tarif de revente depuis la France, ou en tout cas en euros. Et donc le pass le plus cher, donc ce qu'on vous avait dit tout à l'heure, le 21 jours en green class, il passe donc de 83 390 yens à 140 000 yens, soit environ 1 000 €. Et ça fait plaisir. Voilà. En vrai, après, ça va dépendre du nombre de transports qu'on prend sur place, etc. Ça peut rester rentable, mais ça veut dire qu'on bouge quand même pas mal en train et on fait de grandes distances, quoi. La question de la rentabilité va être du coup peut-être moins déterminante dans l'acte d'achat, et on va plutôt retenir la notion, tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, de confort, de liberté et de praticité à monter dans n'importe quel train JR où on est éligible. Donc du coup, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le haut de gamme actuel deviendra à partir donc de l'automne le milieu de gamme dans la nouvelle grille tarifaire. Alors certes, le cours du yen est actuellement avantageux pour les Européens et les Américains. Donc du coup, l'augmentation, elle va pas être elle va être un petit peu moins ressentie parce qu'on a un cours du yen qui est vraiment favorable. Mais quand même, dans le budget, on va bien le voir dans le budget de préparation, dans les 70%, ça va quand même prendre une part plus importante. Et du coup, le pass 7 jours aujourd'hui va devenir trop cher pour être rentable sur un aller-retour Tokyo-Kyoto. Donc il va perdre du coup quand même pas mal de son intérêt parce que c'était la première raison pour laquelle on l'achetait. Et le 14 jours, il peut rester intéressant même économiquement, ce que tu disais Charlie, si on a prévu de voyager suffisamment et si on prend les lignes de train les plus chères, donc le Shinkansen. À noter que pour les Shinkansen les plus rapides, notamment Nozomi et Mizuho, ils vont être accessibles aux détenteurs de JR Pass, mais avec un supplément tarifaire donc de 4 000 à 8 000 yens. Donc ça va dépendre de la distance effectuée. Il y aura aussi des réductions qui vont pouvoir s'appliquer sur certains sites touristiques. Il faut bien avoir un petit bonus à 70% d'augmentation des tarifs. Quand même. Donc ça, on n'a pas encore la liste de tous ces avantages-là sur les activités touristiques. Donc on les attend, on n'a pas ces informations-là à ce jour. Et enfin, les tarifs des passes régionaux vont aussi, eux, augmenter, mais de façon plus raisonnée et moins importante. On parle de 5 à 50% du tarif de base actuel. Donc on verra s'il devient utile ou... Enfin, pour un premier voyage, ce n'est pas forcément les passes qu'on recommande, mais peut-être que ça va être une alternative, on en parlera peut-être tout à l'heure,
à cette augmentation de JR Pass. Peut-être prendre des trains plus locaux ou en tout cas des passes régionaux qui vont être limités géographiquement et qui vont être un petit peu moins chers. Voilà, oui, c'est l'augmentation énorme, elle s'applique surtout donc au JR Pass national. Et puis la fameuse question, on va essayer d'être le plus clair possible, et là je remets ce pouvoir entre tes mains, Oui. c'est-à-dire en question calendrier, jusqu'à quand on va pouvoir commander le JR Pass au tarif actuel, donc sans augmentation. Bon courage, Marjorie. Donc après un point donc, sur les chiffres en yens, on va faire un point sur le calendrier, puisque un calendrier assez strict s'impose donc, pour bénéficier encore du JR Pass au tarif actuel. Donc les nouveaux prix seront pratiqués à partir du 1er octobre 2023. Donc théoriquement, vous avez jusqu'au 30 septembre 2023, heure locale, donc dans votre pays de départ, puisque vous pouvez l'acheter dans votre pays de départ, que vous pouvez commander votre JR Pass sans augmentation. Après, sachez que vous allez passer donc par un agent de voyage agréé qui du coup lui est ouvert à certaines heures de travail et doit mettre à disposition du personnel. Donc on vous recommande chaudement de commander, n'attendez pas le 30 septembre, mais de commander le plus tôt possible si vos dates de voyage correspondent à la commande, si ça rentre dans les cadres de la commande, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, puisque en fait la théorie du 30 septembre elle va pas forcément s'appliquer au réel, puisque c'est chaque revendeur qui va lui imposer son calendrier, dans le sens où qu'est-ce que lui va pouvoir faire pour générer vos passes à la bonne date. Voilà, il ne faut pas attendre le dernier moment et risquer en fait un engorgement au niveau des prises de commandes sur internet, ou alors risquer de ne pas être dans les clous au niveau du calendrier que mettra chaque revendeur en place, parce qu'il ne pourra pas forcément respecter le 30 septembre à 23h59, sachant que le 30 septembre, c'est un samedi. Et par exemple, l'entreprise Kekaku indique qu'elle prendra les commandes de vos JR Pass et qu'elle va les éditer jusqu'au vendredi 29 septembre à 23h59, ce qui vous permettra d'avoir le bon tarif et la bonne date sur votre bon d'échange pour que tout soit bon sur place au Japon. Oui, voilà, il faut compter quand même un petit délai de traitement du JR Pass, et du coup ça sera quelques jours avant le 30 septembre que les ventes vont se clôturer. Donc vraiment, si vous partez à l'automne au Japon et sachant qu'en plus le voucher il est valable 3 mois, faites la commande dès maintenant et ne risquez pas de le faire au dernier moment et que ça ne fonctionne pas, et que cela ne fonctionne pas. Puisque de toute façon, le groupe JR n'accordera aucun délai de rallongement pour les retardataires ou celles et ceux qui auraient eu un problème de connexion, etc., ou de paiement en ligne. Ça ne fonctionne pas auprès de la JR. Tout voucher qui sera généré à partir du 1er octobre se verra appliquer le nouveau tarif et vous ne pourrez pas avoir un recours possible. Donc, commandez dès à présent si c'est bon pour votre séjour et n'attendez pas le dernier moment. Pour être plus précis dans les dates les plus tardives où vous pourrez bénéficier des anciens tarifs. Donc, par exemple, vous commandez votre JR Pass au dernier jour possible. Donc, en général, ce sera le vendredi 29 septembre, puisque le 30, il faut avoir le temps de le générer, et qu'en plus, c'est un samedi. Donc, il y a moins de personnes qui travaillent les week-ends, c'est normal. Du coup, vous l'avez au 29 septembre, vous avez votre voucher qui est généré. Du coup, vous pouvez l'échanger donc, au bout de 3 mois, donc maximum sur place au Japon, le 29 décembre 2023. Donc faites attention aussi à regarder les horaires des guichets pour l'échange, pas arriver en retard et d'être dans les clous aussi. Et puis du coup, une fois sur place, vous avez jusqu'à 30 jours pour activer votre JR Pass. Donc si on va jusqu'au bout des 30 jours, le 29, on peut l'activer jusqu'au 28 janvier 2023. Et donc, si vous l'activez pour 7, 14 ou 21 jours, vous pourrez utiliser votre JR Pass aux anciens tarifs jusqu'à début février. Donc tout ça, ça sera sur des cas très rares de personnes qui vont essayer d'utiliser le JR Pass jusqu'à son maximum. Mais voilà, c'était pour vous donner des dates jusqu'à laquelle cela peut fonctionner. Mais faites très attention et ne faites pas les choses vraiment au dernier moment, parce que s'il y a un problème, vous aurez tout perdu du coup. Et donc pour tous les séjours au Japon qui vont démarrer en 2024, donc si vous atterrissez en fait en 2024 au Japon, vous ne pourrez pas bénéficier des anciens tarifs du JR Pass et vous aurez dû payer du coup les nouveaux tarifs avant de partir. Voilà, il faut le savoir.
Donc on espère avoir été très clair sur ces dates-là. On fait au mieux. Et est-ce qu'on peut arriver à la conclusion, Marjorie ? Oui, on peut arriver à la conclusion. On a fini avec les chiffres, c'est bon. Que vous recommandez de prendre le train, voire plusieurs fois au Japon, puisque ça fait vraiment partie de cette expérience de partager un peu de cette vie locale un peu particulière, en tout cas qui va être différente. Et ainsi, malgré l'augmentation de ce JR Pass, eh bien, en fait, retenez quand même que le voyage en train au Japon, c'est quelque chose de très agréable, très confortable, et très, on peut même dire beau, on va dire, selon les endroits que vous allez pratiquer. Donc le train n'est pas à mettre de côté. Par contre, la manière dont vous allez vous y prendre pour acheter vos billets, que ce soit sur place en physique maintenant, ou par un JR Pass, ou par un pass régional, ça sera à étudier en amont de votre voyage. Et pensez que souvent, il va falloir vos billets, en tout cas ces passes-là, il va falloir que vous les ayez avant de prendre l'avion. Voilà, vous pourrez trouver des solutions alternatives si le JR Pass national est aujourd'hui au-dessus de votre budget et qu'il ne peut plus y rentrer. Donc soit choisir un pass régional et vous limiter à une région en particulier, mais ça après ça change quand même pas mal le voyage, soit utiliser des passes interrégionaux pour essayer de rallier les grandes villes. Donc on peut penser par exemple au Kuriku Arch Pass pour faire le trajet Tokyo-Kyoto en passant par Kanazawa. Donc ça peut être intéressant parce que Kanazawa c'est une jolie ville à visiter. Après il faut savoir que du coup c'est plus long, on passe de 2h30 à 5h avec un changement de train et du coup ça va vous faire un changement sur plusieurs jours, il faudra prévoir 2 à 3 jours pour visiter la ville, etc. Et du coup vous devrez faire ça à l'aller et au retour, donc c'est pas forcément non plus le plus pratique. Après vous pouvez aussi acheter tout simplement vos billets de train secs, donc sans passe de train, donc aller directement à la gare au Japon et acheter vos billets de train sans avoir de passe. Ou alors trouver une solution sur internet si on peut vendre les billets de train secs. Et puis, revoir son itinéraire, faire moins de villes, moins d'arrêts, etc. Après, vous pouvez aussi regarder les autres moyens de transport domestiques que sont aussi l'avion et parfois le bateau. Bon, ça restera quand même moins pratique sur des trajets moyenne distance. Sur du longue distance, l'avion au Japon, ça peut être intéressant, mais sur des moyennes distances comme Tokyo-Kyoto, il faut quand même aller dans l'aéroport, prendre l'avion, redescendre dans un autre aéroport. Donc, vous ferez un trajet qui sera quand même plus long et moins pratique que l'avion, que le train. Et puis, il y a aussi la location de voiture, mais ce n'est pas du tout le même type de confort. En plus, il faut faire traduire son permis en amont. Il y a la conduite à gauche, par exemple, qui peut ne pas correspondre à certains profils de voyageurs. Donc voilà, donc c'est toujours quelque chose qui est possible et il faut avoir plus de temps aussi. Voilà, tous les autres moyens de transport restent possibles. Après, c'est vrai que le train, c'était quand même celui qui reste le plus simple et le plus pratique pour tout type de voyageurs. Donc, je crois qu'il était grand temps qu'on aborde ce sujet, notamment avant que les tarifs évoluent. Je pense que les auditrices et les auditeurs attendaient aussi un peu plus d'informations à ce sujet et des informations qu'on a eues au compte-gouttes en fait. Donc c'est vrai que c'était pas forcément évident aussi d'avoir suffisamment d'informations pour faire un podcast à ce sujet. Voilà, un podcast complet. Sachez que vous retrouverez tout ce qu'on a dit donc sur Kanpai dans les articles qu'on a cités donc autour du JR Pass où on met à jour constamment au niveau des informations officielles qui sont données. Donc vous pouvez après vous y référer après ce podcast si vous avez encore des questions ou des interrogations. Eh bien ce sera la fin de cette émission. Je te remercie encore Marjorie pour le temps accordé. Oui, merci Charlie. Et toute l'équipe Kanpai se joint à nous pour vous remercier chaleureusement pour le soutien et comme je le dis à chaque fois pour le partage que vous faites sur les réseaux sociaux, les commentaires et les commentaires donc sur les plateformes de streaming ou Instagram, etc. par exemple. Donc on se retrouve pour le mois suivant pour un prochain épisode. Merci Charlie. À bientôt Marjorie. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.